Depuis les années 1960, l'histoire politique de l'Afrique indépendante est traversée par un phénomène discret, mais très décisif, souvent inaperçu par les moins attentifs. Il s'agit des duos politiques africains. Par duo politique, on entend la fusion de deux leaders, deux personnalités, deux factions, deux institutions politiques qui diffèrent quelquefois, mais qui se décident de former une alliance de manière temporaire ou durable parce qu'il se trouve des intérêts complémentaires en matière de mobilisation sociale, de respectabilité institutionnelle, de base militante, de compétences techniques et d'organisation logistique et de leadership charismatique. Il peut s'agir de deux hommes, parfois de deux femmes, deux destins liés sur le fondement souvent fragile des promesses non tenues avant d'être brisés et engloutis dans l'océan tortueux de la réalité. Entre loyauté, pouvoir, ambition, trahison ou sacrifice, de Lumumba et Kasavubu à Sankara et Compaoré, de Houphouët à Senghor jusqu'à Sonko et Diomaye, aujourd'hui, un même schéma se répète, toujours. Ainsi, nous nous posons la question suivante. Le duo Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye survivra-t-il ou finira-t-il par se dissoudre? Pour répondre à ce questionnement, on s'appuiera sur l'histoire des duos africains, les dynamiques institutionnelles, les facteurs sociopolitiques du Sénégal, le rapport des forces au sein du parti au pouvoir, de l'impact des acteurs externes. Madame, Monsieur, bienvenue sur les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Nous sommes au Congo belge, en 1960. Lumumba, panafricaniste radical, anti-impérialiste, souverainiste total. Kasavubu, modéré tribaliste parfois, prudent vis-à-vis de l'Occident, se décide enfin de former une alliance. L'alliance entre les deux hommes est un mariage forcé par le contexte colonial, sans lequel il serait impossible. Le Congo est vaste, très vaste, instable, disputé par les puissances occidentales qui convoitent sans vergogne, sans sous-sol et sans sol. L'un veut une rupture nette et totale avec l'ordre colonial, pendant que l'autre, par mesure de prudence, veut jouer la carte de la continuité afin d'éviter l'affrontement. C'est dans ce climat empli de moult divergences idéologiques que se voit naître ce duo, condamné dès le premier jour et se trouvant à l'épicentre des pressions occidentales, des sécessions orchestrées et d'une forte rivalité interne qui vont détruire son bon équilibre. Face à ce climat nocif, le duo finit par exploser. Lumumba est renversé, arrêté tel un scélérat et assassiné. Les causes immédiates et profondes de leur rupture sont les suivantes. La divergence idéologique, la rupture structurelle associée à l'ingérence extérieure marquée par la guerre froide, la sécession au Congo, précisément au Katanga, la manipulation belge Nous voudrons et de la arriver, CEI. n'est-ce pas, à avoir une confédération des États-Unis indépendante du Congo. Au Burkina Faso, en 1983, de jeunes officiers idéalistes caressent la forte envie de transformer leur pays. Sankara, le grand visionnaire, se lie à Compaoré, le fin stratège militaire, un homme de réseau, autrement dit, l'homme au carnet d'adresses kilométrique. De visu, le duo semble parfait et d'une complicité inouïe. Mais sous la surface, le fossé se creuse davantage, encore et encore. La vision radicale de Sankara se heurte contre le pragmatisme diplomatique de Compaoré. Et comme toujours, l'ingérence extérieure s'invite à cette table d'apparence stable, mais rongée de l'intérieur par des termites impérialistes.
Le 15 octobre 1987, la rupture se mute en assassinat. Le duo se brise dans le sang. Sankara est assassiné par des troupes commandées par son frère d'armes, Blaise Compaoré, son ami qui prit le pouvoir peu après. Compaoré conservera le pouvoir jusqu'au soulèvement burkinabé de 2014. En 2021, il fut formellement inculpé du meurtre de Thomas Sankara par un tribunal militaire et reconnu coupable. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été condamné mercredi à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Blaise Compaoré en exil depuis 2014 en Côte d'Ivoire et Hyacinthe Kafando, le commandant de sa garde, également condamné à la perpétuité et en fuite depuis 2016, étaient les grands absents de ce procès. Mariam Sankara, victorieuse. La justice burkinabé condamne à la perpétuité les 3 principaux accusés, dont l'ancien président Blaise Compaoré. Tous reconnus coupables de l'assassinat en 1987 de son époux, l'ancien président Thomas Sankara. Je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. On sait maintenant que, voilà, c'était un homme intègre. Le procès historique réhabilite donc la mémoire de Thomas Sankara après l'ère Compaoré. Blaise Compaoré, grand absent de ce procès, écope de la prison à vie. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça vous dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse en parler. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. Et c'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Les causes immédiates et profondes de leur rupture. La trahison politique nourrie par les enjeux extérieurs manifestés par l'isolement diplomatique de Sankara, la pression ivoirienne et française, enfin la divergence profonde sur la révolution. Mais il faut préciser que tous les duos africains ne finissent pas toujours en guerre ou en trahison. Le duo Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor en est l'exception. 2 intellectuels, 2 fins stratèges, 2 leaders qui avaient toutes les raisons du monde pour se quereller, mais se sont décidés de se mettre ensemble parce qu'ils avaient un ciment rare, très rare. Une même vision du monde, un même groupe idéologique, celui de la France-Afrique. Houphouët-Boigny, le vieux, incarne la diplomatie pragmatique et l'ouverture économique. Il privilégie toujours la stabilité, la paix sociale et l'influence régionale. Léopold Sédar Senghor incarne l'intellectuel, le théoricien de la négritude et le chantre d'un humanisme africain métissé.
ils avaient le même rapport à la France. Ils survivent parce qu'ils se ressemblaient dans leurs points communs et dans leurs différences. De leur influence sur l'Afrique francophone, on retiendra qu'ils ont ensemble modelé les politiques économiques et culturelles de plusieurs pays francophones, joué un rôle essentiel dans la création de l'OUA, l'actuelle l'Union africaine, et de la CEDEAO, structuré la relation Afrique-France de 1960 aux années 1990, soutenu les États amis et soutenu la stabilité dans la région. Il représente l'école du réalisme politique africain, opposé au mouvement révolutionnaire. L'héritage du duo Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, est déterminé par des points positifs comme la stabilité nationale durable, l'absence de guerre civile sous leur mandat, le maintien d'institutions solides, le développement d'élites administratives modernes, l'influence diplomatique majeure. Mais aussi, les critiques demeurent, telles que la dépendance économique prolongée vis-à-vis de la France, la consolidation de réseaux d'influence contestés pré-France-Afrique, la faible rupture avec le système colonial, la limitation du pluralisme politique, surtout en Côte d'Ivoire. Au pays de la Teranga, le Sénégal, dans les années 2000, Abdoulaye Wade pense avoir trouvé son dauphin en la personne de Macky Sall. Mais dès que Sall tente d'exister politiquement, la relation explose. Il est expulsé tel un malfrat du parti, avant d'être humilié et puni. Alors, il crée son propre mouvement, l'APR, l'Alliance pour la République, le 1er décembre 2008, et prend enfin le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2012 et dirigera finalement le Sénégal jusqu'en 2024. En Afrique, les duos père-fils politiques se brisent dès que le fils veut s'émanciper politiquement. À travers ces histoires, un schéma se dessine, peu à peu, pour mieux apparaître telle une toile intrigante dans le paysage africain. Les duos africains ne se brisent jamais par hasard. Les causes géopolitiques en sont pour beaucoup. Les gros bras des puissances étrangères, la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, qui savent choisir leurs alliés, jouent un rôle direct. Depuis la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, les puissances étrangères soutiennent certains dirigeants, financent des coups d'État, des courants internes, favorisent des successions précises, éliminent les acteurs trop souverainistes, encouragent le présidentialisme fort en Afrique, ce régime dans lequel l'équilibre des pouvoirs est rompu au profit d'un seul président. Les duos deviennent les théâtres de rivalités internationales. Les exemples historiques sont légion. Lumumba éliminé au profit de Mobutu par la CIA et la Belgique, Sankara sapé au profit de Compaoré par la France, Soro marginalisé en Côte d'Ivoire sous pression extérieure. Madame, Monsieur, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela prouve à suffisance que vous appréciez notre travail. Pour le soutenir, c'est très simple. Likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Sans plus tarder, c'est parti. Contrairement aux duos historiques que nous avions vus précédemment, Sonko et Diomaye Faye ne se sont pas trouvés dans un palais présidentiel pour former leur alliance. Contrairement à beaucoup d'autres duos africains, le duo Sonko-Diomaye n'est pas né d'un accident politique,
ni d'un opportunisme, encore moins d'un arrangement militaire. Il est plutôt né dans l'adversité, ce qui est rare. D'une part, Ousmane Sonko, assurément l'opposant politique le plus persécuté de la décennie, écarté de l'élection présidentielle. D'autre part, Diomaye Faye, le discret, le moins soldat. Loyal, stratège, qui accepte de porter un projet de Pastef pour Sonko depuis sa cellule au prix de sa liberté et devient donc l'ultime solution. Sonko, le numéro 1, accepte de devenir le numéro 2 sans contestation publique, ce qui montre une réelle discipline politique. Diomaye reconnaît publiquement Sonko comme son mentor. C'est un duo fondé sur le sacrifice mutuel, ce qui est historiquement plus solide qu'une alliance par intérêt. Leur lien n'est pas politique, il est plutôt existentiel. Marqué par une idéologie commune, le panafricanisme moderne, gouvernance, souveraineté et rupture totale. Sur le papier, ce binôme est l'un des duos les plus idéologiquement alignés de l'histoire africaine récente. Et c'est rare, très rare, basé sur une répartition du pouvoir intelligente. En termes historiques, c'est le duo le plus prometteur depuis Houphouët et Senghor. Ici, il ne s'agit pas de rivalité directe. Devant le président Diomaye, gère, en face le Premier ministre Sonko incarne. Sans oublier derrière, le peuple comprend facilement ce duo qu'il a surtout souverainement choisi. Les forces en faveur de ce duo sont la loyauté organique du duo, la même vision politique, un modèle institutionnel flexible, l'adhésion massive de la jeunesse, l'image de probité morale, l'absence de rivalité ethnique ou régionale, l'armée neutre et républicaine, leur duo est naturellement stable. Mais l'histoire africaine têtue qu'elle est dans son essence ne pardonne pas l'innocence. Ce n'est pas l'un contre l'autre qu'il faut craindre, comme on l'entend ça et là dans les bruits de couloir, car entre frères, il peut arriver qu'il y ait quelques divergences. C'est plutôt le monde impérialiste qui s'oppose à leurs projets politiques qu'il faut craindre. Les menaces réelles sont les suivantes. Les pressions étrangères sur les réformes monétaires, contractuelles, des alliances, les divisions internes dans le parti, la possible usure politique du président, la nécessité pour Sonko de maintenir une ligne dure qui pourrait entrer en tension avec la réelle politique présidentielle. La montée des opportunistes autour du pouvoir. Le danger ne vient pas d'eux, mais de ceux qui et de ceux qui les entourent. Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, jusque-là inséparables, sont aujourd'hui ouvertement en désaccord. C'est Ousmane Sonko lui-même, autrefois leader et visage politique du duo, et qui a porté leurs différences sur la place publique. C'était lors d'un meeting à Dakar il y a 10 jours. Écoutez. Ceux qui appellent au pardon sont ceux qui nous combattaient hier. Ils tentent d'isoler le président Bassirou Diomaye Faye, lui disant que je suis violent. Ce ne sont pas des alliés loyaux. Un allié loyal ne chercherait pas à me séparer de Diomaye. Ziad Limam, si la situation intrigue, c'est que Bassirou Diomaye Faye était perçu comme l'homme de Sonko, l'actuel Premier ministre n'ayant pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour cause d'inéligibilité. Oui, c'est une histoire assez intéressante à suivre politiquement. C'est-à-dire le numéro 1 est devenu numéro 2, le numéro 2 est devenu numéro 1, parce que Bassirou Diomaye Faye avait un rôle très important au PASTEF. Hein. C'était un peu le théoricien, c'était j'allais dire j'ose pas dire la tête pensante. Oui, l'intellectuel, la tête pensante, le programmateur, etc. Et il était le numéro 2 du parti et le numéro 2 d'Ousmane Sonko. L'homme de l'ombre aussi, hein, pendant longtemps. Oui, enfin,
En tout cas, ils étaient très proches. Oui. Il y a beaucoup de fraternité, très proches. Ce qui se passe, c'est que donc les rôles sont inversés, ce qui n'est jamais simple. Que Diomaye Faye est président de la République, et président de la République avec une constitution présidentielle, c'est-à-dire c'est une constitution qui lui attribue des pouvoirs. Mais Ousmane Sonko, c'est aussi le populaire. C'est lui qui, quand il fait son meeting, il a des milliers de personnes qui viennent. C'est lui, excusez-moi le terme, l'idole des jeunes. C'est lui qui fixe le tempo politique. Et ils ont progressivement des désaccords, mais qui sont pas de façade. Le premier désaccord, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les anciens de Macky. Et l'imam, si la situation intrigue, c'est que Bassirou Diomaye Faye était perçu comme l'homme de Sonko, hein, l'actuel Premier ministre n'ayant pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour cause d'inéligibilité. Oui, c'est une histoire assez intéressante à suivre politiquement. C'est-à-dire le numéro 1 est devenu numéro 2, le numéro 2 est devenu numéro 1, parce que Bassirou Diomaye Faye avait un rôle très important au PASTEF. Hein. C'était un peu le théoricien, c'était j'allais dire j'ose pas dire la tête pensante. Oui, l'intellectuel, la tête pensante, le programmateur, etc. Et il était le numéro 2 du parti et le numéro 2 d'Ousmane Sonko. L'homme de l'ombre aussi, hein, pendant longtemps. Oui. Oui, enfin, en tout cas, ils étaient très proches. Oui. Il y a beaucoup de fraternité, très proches. Ce qui se passe, c'est que donc les rôles sont inversés, ce qui n'est jamais simple. Que Diomaye Faye est président de la République, et président de la République avec une constitution présidentielle, c'est-à-dire c'est une constitution qui lui attribue des pouvoirs. Mais Ousmane Sonko, c'est aussi le populaire. C'est lui qui, quand il fait son meeting, il a des milliers de personnes qui viennent. C'est lui, excusez-moi le terme, l'idole des jeunes. C'est lui qui fixe le tempo politique, et ils ont ceux qui iront là. Bruno, c'est d'autant plus important parce que le Sénégal, laboratoire démocratique, avait valeur d'exemple aussi pour l'avènement de cette nouvelle génération au pouvoir qui voulait une rupture très franche avec le passé, avec les relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France, et avec cette génération des hommes qui l'ont incarné. Et oui, parce que en fait, Monsieur Faye a été élu, et Monsieur Sonko d'une certaine manière, beaucoup par les jeunes. Et Monsieur Sonko, d'une certaine manière, beaucoup par les jeunes, avec des très grandes espérances sur l'emploi, le coût de la vie, l'éducation, la santé, etc. Donc ils ont fait lever beaucoup d'espérances chez la jeune génération. Bon, le président Faye, lui, non, il est confronté aussi aux réalités. Sonko, lui, il continue à avoir une très grande influence auprès du PASTEF. Et puis on l'a entendu, là, il est quand même plus radical que Faye. Et puis il y a la dure réalité, cette dette dont une partie, même le FMI l'a reconnu, était cachée. Sous Macky Sall, elle est gigantesque. C'est un peu le cas de la Grèce, finalement. 130, le FMI réalise, si vous voulez, 132% du PIB, c'est énorme. C'est la plus, en proportion, c'est la dette la plus importante en Afrique. Et il faut trouver un accord avec le FMI. Et là, il y a des divergences sur est-ce qu'on passe par les fourches codines du FMI, ou est-ce qu'on s'y oppose, ou est-ce qu'on trouve un compromis. Donc ça, c'est aussi très important. Donc il y a à la fois, potentiellement, effectivement, comme disait Ziad, une crise politique, et puis les couples. Alors, les circonstances étaient radicalement différentes, mais c'est pas une première que des deux personnalités très proches. On pense à Chirac, Balladur. À un moment, je te cède ma place, tu y vas, mais tu me rends la place dans 2 ans. Bon, en général, ça se passe jamais comme ça. Sauf Poutine-Medvedev. Comment? Sauf Poutine-Medvedev. Mais il y avait des risques. Hein. Il y avait des risques. Pourquoi certains duos africains ont survécu et d'autres non? Comme montré avant, les duos durables ont 4 caractéristiques. L'alignement idéologique profond, l'équilibre de pouvoir clairement défini, ce qui est quand même rare en Afrique, la gestion intelligente des pressions étrangères, les luttes internes au sein de leur propre parti, canalisées. Le duo Sonko-Diomaye a déjà les 2 premiers points. Le 3e et le 4e point, à savoir la gestion intelligente des pressions étrangères et les luttes internes au sein de leur propre coalition canalisée, sont les plus difficiles. C'est d'ailleurs l'hydre qui a cette fâcheuse tendance à plonger les politiciens dans l'hybris.
Les duos africains meurent souvent jeunes, mais celui-ci a quelque chose que les autres n'avaient pas, la confiance organique. Il devra donc affronter les mêmes forces qui ont détruit presque tous les duos avant eux. S'il résiste aux forces qui ont détruit Lumumba, brisé Sankara, séparé Wade et Macky, le duo Sonko et Diomaye peut durer longtemps. L'histoire seule dira s'ils resteront unis ou s'ils rejoindront la longue liste des duos africains tragiques. Sinon, pour le reste, ce n'est qu'un buzz médiatique de la poudre de perlimpinpin. En Afrique, les duos qui résistent, ce sont les duos qui ont une idéologie commune, des institutions solides, qui évitent la militarisation du politique et qui acceptent des concessions communes. Et les duos qui échouent, ce sont ceux qui prennent le contre-pied de ces règles. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été si nombreux sur les corridors d'Afrique. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification et de regarder une autre vidéo. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique.